des évidences et c'est la fin de l'insouciance. On fait le point avec vous. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous êtes également députée des Yvelines. Vous comprenez, Aurore Berger, que les Français n'ont pas l'impression de vivre dans l'abondance et encore moins dans l'insouciance. Vous, qui avez notamment plaidé en faveur de cette loi pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les premiers sujets sur lesquels on a travaillé, nous, en tant que députés, dès cet été, c'est la protection du pouvoir d'achat des Français, et notamment des plus vulnérables, avec des mesures très puissantes de revalorisation dès la rentrée, revalorisation des retraites, revalorisation du point d'indice. On a beaucoup parlé notamment aussi de la rémunération des enseignants. Donc je crois que là, tout le monde a bien conscience de la nécessité de continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français. Et puis dans le même temps, on le sait, on est dans un moment qui peut être un moment de bascule parce que on a le retour de la guerre sur le continent européen, parce qu'on sait que c'est un conflit qui va durer, parce que la France s'y prépare, notamment sur la question de l'énergie, la question de l'approvisionnement aussi concrètement pour pouvoir se chauffer cet hiver. Donc c'est à la fois protéger sur l'approvisionnement, protéger sur les prix et puis dire la vérité tout simplement aux Français. Mais Aurore Berger, quand on dit aux Français que c'est la fin des évidences et de l'abondance ou encore de l'insouciance, qu'est-ce qu'on dit surtout à ces Français qui depuis des années sont en restriction, qui depuis des années ne sont pas insouciants, qui depuis des années ne vivent pas dans l'abondance? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? On leur dit tout simplement que la première responsabilité qui est la nôtre, et c'est ce qu'on fait depuis 5 ans et qu'on doit impérativement continuer à faire, c'est la question du travail. Vous savez, il y a 5 ans, je venais d'être élue députée et j'étais interrogée sur le chômage de masse, sur le record de chômage dans notre pays, sur la difficulté des jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Aujourd'hui, finalement, on n'en parle quasiment plus. On parle parfois des tensions de recrutement parce que justement, le chômage est très bas dans notre pays. Et ça, c'est notre première responsabilité. C'est comment on fait en sorte de remettre notre pays au travail, de faire en sorte que tout le monde puisse acquérir les compétences pour entrer sur le marché du travail. Et ça, c'est ce qu'on a fait grâce aux Français, grâce à leurs efforts, grâce à ceux des chefs d'entreprise. Et c'est la rémunération aussi de ce travail. Mais Aurore Berger, permettez-moi d'intervenir à ce moment-là. Vous parlez justement du travail, que vous voulez mettre le travail sur le devant de la scène. Emmanuel Macron, son objectif, c'est 100% de travail très bientôt. Mais est-ce que malheureusement, ça passe pas aussi par des restrictions et puis aussi des grands changements comme l'assurance maladie? Ça va être votre grand chantier là au mois de septembre. Est-ce que c'est travail ou crève parce que tu n'auras plus le choix? Est-ce que c'est aussi ce qu'on est en train de dire? On fait des économies d'un côté et on perd de la liberté de l'autre. Non, c'est évidemment pas ce qu'on fait. Et vous savez bien à quel point la France est le pays le plus redistributif au monde. C'est le pays qui protège le plus. Regardez, j'évoquais la question des prix de l'énergie. Il suffit de regarder les prix de l'énergie que nos voisins belges ou italiens payent ou vont payer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et vous verrez à quel point la France est un pays qui est extraordinairement protecteur. Sur le travail, là où vous avez raison, c'est qu'on a engagé une réforme qui est celle de l'assurance chômage et qu'on doit continuer avec un principe qui est finalement un principe simple et qui doit être un principe d'évidence, je crois, parce que c'est là-dessus que les Français nous interrogent. C'est-à-dire, quand nous sommes dans une période où on a encore de l'emploi à pourvoir, eh bien, il faut faire en sorte que ces emplois soient pourvus. Et pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, je pense par exemple à des familles monoparentales qui n'ont parfois pas eu d'autre choix que de s'arrêter de travailler parce que les circonstances de la vie ont fait que malheureusement elles y ont été confrontées, alors on doit mettre le paquet sur la formation professionnelle, sur l'accompagnement. C'est ça qu'on veut faire, c'est dire l'assurance chômage, c'est une assurance. C'est-à-dire que quand vous avez une difficulté dans la vie, alors l'État est là et répond présent. Mais il faut évidemment que quand il y a de l'emploi à pourvoir, cet emploi soit pourvu. Et on le voit, on a aussi eu des revalorisations des rémunérations, des revalorisations des salaires. Ce sera en moyenne de 5% cette année, parfois bien plus. Toutes les revalorisations cette année sont en deçà de l'inflation. L'inflation est à 6,1%. Vous revalorisez à 3 à 4%. Qu'est-ce qu'on fait encore une fois? On a des chefs d'entreprise qui, j'imagine, seront invités aussi sur votre plateau et qui vous disent que eux, ils doivent arriver à tenir un équilibre, recruter, revaloriser les salaires pour permettre ces recrutements, mais avec des Français qui, eux aussi, sont attentifs à leur pouvoir d'achat et qui font qu'il y a des prix que vous ne pouvez pas augmenter plus que nécessaire. Donc c'est cet équilibre-là que tous les chefs d'entreprise doivent tenir. Ce sont nos artisans, ce sont nos commerçants, ce sont eux les premiers employeurs dans notre pays. C'est d'abord les TPE et les PME. Mais en moyenne, c'est 5% de revalorisation des rémunérations. Et encore une fois, moi, j'appartiens à une génération où on a d'abord
entendu parler que de chômage avant d'entendre parler d'emploi. C'est quand même une bonne nouvelle dont on devrait tous se réjouir. Et puis il y a les revalorisations que nous on a faites, sans précédent. Je pense à la question évidemment de la revalorisation des pensions de retraite. Je pense à celle de nos fonctionnaires. Je pense à celle aussi pour nos étudiants, pour les bourses. Mais encore une fois, des revalorisations certes faites. On peut effectivement entendre ce que vous avez fait, mais est-ce suffisant? Ça, c'est une vraie question parce que, encore une fois, et permettez-moi d'insister, revalorisation inférieure à l'inflation, APL, RSA, retraite dont vous venez de parler. Est-ce qu'ici on entérine vraiment une perte de pouvoir d'achat, alors que c'est une loi sur le pouvoir d'achat? Est-ce qu'on vous dit, on entérine? C'est une perte de pouvoir d'achat nette, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut dire les choses. Non, je crois qu'on dit la vérité aux Français et qu'on dit que si à un moment, en effet, on augmente de 10, de 15% tous les minima sociaux dans notre pays, c'est un débat, certains voulaient même qu'on les baisse et qu'on les augmente non pas de 4%, mais qu'on ne les augmente pas du tout. C'était notamment le point de vue des Républicains au Sénat. Donc vous voyez, certains ne voulaient pas du tout d'augmentation des minima sociaux. Nous, on a considéré qu'il fallait protéger les plus vulnérables. Par contre, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que vous créez de la dette et que vous créez de l'impôt différé. Les Français ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'à un moment, tout ça doit pouvoir se payer. Et donc, pour que ce soit soutenable sur le long terme, si on ne veut pas créer demain soit de la dette, soit de l'impôt supplémentaire, parce que là encore, qui risque de les payer? Ce seront les classes moyennes, alors il faut tenir ce juste équilibre. Et je crois qu'avoir revalorisé de 5,1% les pensions de retraite dans l'année, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement substantiel. Le SMIC, lui, il a augmenté plus que l'inflation cette année avec les différentes revalorisations. On est à plus 8% de revalorisation du salaire minimum dans notre pays, qui est déjà l'un des plus élevés de l'OCDE, les plus élevés de l'Union européenne. Donc vous voyez, là, c'est plus que l'inflation. Et je crois que c'est un bon signal que de dire qu'il faut que le travail paye. Et donc, en effet, on a revalorisé notamment la question du SMIC. Et en même temps, ce paquet de lois pouvoir d'achat, selon une enquête YouGov menée par le HuffPost au début du mois d'août, les Français, toutes tendances politiques confondues, sont peu convaincus par cette loi. Ils auraient notamment préféré un exemple, taxer les super profits, mais ça n'est qu'un exemple. Aurore Berger, hausse des prix de l'énergie et du carburant, ristourne de 30 centimes à la pompe en septembre et en octobre. Oui, mais après on fait quoi? Expliquez-nous. On arrête de conduire en novembre? On laisse la voiture en décembre? On la vend en janvier? Alors, vous savez bien que cette ristourne de l'État, déjà, c'est encore une fois un coût. C'est un coût que les Français supportent parce que, encore une fois, c'est le budget de l'État qui vient payer. Donnez-moi d'autres exemples d'États dans le monde qui ont été aussi protecteurs que le nôtre sur les prix de l'énergie, sur les prix du gaz, sur les prix de l'électricité, sur le soutien, encore une fois, sur les carburants. Et vous savez bien que ça ne s'arrête pas fin septembre, que nous continuons jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre. Mais après, oui, en effet, il faut tenir une parole de vérité. Je pense que vous pourriez avoir le même sondage qui vous dirait aussi que les Français ne souhaitent pas non plus que demain les impôts puissent augmenter. Nous, on a même continué à baisser les impôts. 1er janvier 2023, plus aucun Français dans notre pays ne paiera la taxe d'habitation. Plus aucun Français dans notre pays ne paiera la redevance. Ça, c'est concrètement aussi de l'argent supplémentaire qui est redonné aux Français par une baisse des impôts des Français. Et je crois que c'est important. Je l'attaque sur les super profits. J'ai pas de difficulté à aborder ce débat. Est-ce que vous allez revenir là-dessus? La NUPES, en octobre, promet encore une fois de faire barrage. Ils veulent rétablir le dialogue avec vous pour taxer les super profits. Pourquoi être contre? Est-ce que vous allez les suivre? Déjà, la gauche à l'Assemblée nationale, au travers de la NUPES, a voté contre la loi sur le pouvoir d'achat. Ils ont voté contre la revalorisation des retraites, contre la revalorisation des minima sociaux, contre la revalorisation de l'allocation adulte handicapé. Donc moi, je m'interroge quand même, je me demande où est la gauche quand la gauche refuse d'augmenter encore une fois le pouvoir d'achat des Français et de soutenir le pouvoir d'achat des plus fragiles. Ça, c'est quand même le premier point. Ensuite, la taxe sur les super profits, qu'est-ce qui se passe? Si vous créez une taxe demain, et déjà, il faut définir ce qu'est un super profit, il faut définir quelles seraient les entreprises concernées, eh bien, il se passe quoi? Il se passe que ça va être un gain dans le budget de l'État, mais pas immédiat, sur l'année d'après, et donc ça ne va pas être du pouvoir d'achat immédiat en plus pour les Français. Ce qu'on a préféré faire, c'est dire tout de suite maintenant, on demande aux entreprises, on exige des entreprises qui ont réalisé des profits beaucoup plus importants que ce qu'elles réalisaient auparavant, pense évidemment à la question de Total, qu'immédiatement il y ait une baisse du prix des carburants. Et donc, en septembre, au 1er septembre, c'est 30 centimes financés par l'État et c'est 20 centimes redistribués de facto
par Total. Mais C'est vous n'êtes pas 500 sans millions d'euros. savoir, Aurore Berger, que C'est tous 500 les gens millions d'euros de n'habitent la pas. part de Total. Aurore Berger, vous n'êtes pas sans savoir que tous les gens n'habitent pas à côté d'un Total. Il y a des gens qui habitent notamment dans des déserts, en plein milieu de la France où il n'y a pas Total. Ils ne vont pas bénéficier de cette ristourne. Et malheureusement, ce sont les gens qui utilisent le plus leur voiture, voyez-vous. Donc on fait comment là-dessus? Alors, moi, je suis aussi élue d'un territoire qui est aussi un territoire rural. Moi, j'ai 51 communes dans mon département, y compris des petits villages. Ouais. Donc, je connais Alors, très bien les qu'est-ce que vous leur situations dites alors? de Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Le maillage territorial de Total, il est quand même un peu plus conséquent et c'est toutes les stations qui sont concernées, pas uniquement celles des autoroutes, comme ça avait été le cas précédemment. Donc, c'est aussi dans les zones rurales. 2, vous savez que beaucoup de Français vont faire leur plein ou vont faire leur plein dans les grandes surfaces qui sont déjà à marge zéro sur la vente du carburant. Donc, ça va les concerner eux aussi très directement. Et puis ensuite, vous savez bien que les entreprises, elles ont tout intérêt à s'aligner. C'est-à-dire que si vous avez des stations qui, elles, ne font aucun effort versus des stations qui, elles, font une baisse de 20 centimes, je crois que les Français sont assez malins pour aller vers celles qui, en effet, coûteront moins cher. Et ce que je dis aussi, et ce qu'on nous avons dit pendant les débats, Rapidement, Aurore Berger, qu'on puisse continuer. c'est que si les entreprises, justement, ne vont pas assez loin dans la redistribution, que ce soit au bénéfice de leurs propres salariés ou que ce soit au bénéfice des Français sur la question du pouvoir d'achat, alors la question de la taxation, elle ne sera jamais un tabou. Moi, je préfère un gain direct de pouvoir d'achat dès le 1er septembre pour les Français. Si jamais on voit que l'effort n'est pas maintenu, que l'effort n'est pas tenu et que certaines entreprises s'en exonèrent, alors oui, on aura ce débat budgétaire. Aurore Berger, le prix du mégawattheure passe de 85 € à 1 000 €. C'est du jamais vu, c'est spectaculaire au moment où on nous annonce la fin du bouclier tarifaire. Est-ce qu'on va devoir se dire qu'on va payer 1 000 € d'électricité par mois? Vous savez bien que non, parce que sinon... Ah non, je ne sais pas, vous allez nous expliquer. Vous savez quand même les décisions que nous avons prises. Oui, mais c'est la fin du bouclier tarifaire bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire malgré vos décisions? Est-ce qu'on va être obligé de payer gros, cher? Je pense que c'est pas inutile aussi d'avoir un peu de mémoire et de se souvenir aussi que le bouclier tarifaire, il a permis aux Français de continuer à pouvoir avoir du gaz et l'électricité partout sur le territoire, alors que si nous n'avions pas pris cette décision, qui était certes coûteuse, mais que nous avons assumée, c'était une hausse de la facture de 35 à 50%. Tout en ayant de la mémoire, la facture, elle va là de toute façon augmenter, Aurore Berger. Vous voyez, même si on a un Alzheimer, on va le voir, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait pour la fin du bouclier tarifaire? Qu'est-ce que vous proposez aux Français pour cette chose très grave qui arrive? Est-ce qu'on est en train de mettre des pansements sur une hémorragie? Quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter? Est-ce que c'est ça, en fait, la loi pouvoir d'achat, le budget rectificatif? La loi pouvoir d'achat, elle a été votée. La loi pouvoir d'achat, elle comprend des dispositions qui permettent jusqu'à la fin de l'année de protéger les Français. Et vous le savez très bien, on aura un autre débat budgétaire qui a lieu chaque automne. Et vous imaginez bien que la question de l'énergie, à la fois la question du risque de pénurie et la question des prix, elle sera évidemment évoquée pour continuer à protéger les Français et en aucun cas avoir une facture qui augmenterait demain de 35 à 50%, comme c'est le cas dans d'autres pays qui sont les pays voisins limitrophes de la France. Encore une fois, prenez l'exemple de la Belgique et allez regarder, ça n'augmentera pas de leurs factures. 40%. Vous nous le dites solennellement, il est 19h29 sur Europe 1. Solennellement, non, ça n'augmentera pas de 35 à 40%. C'est ce que vous dites. Je vous dis que nous avons fait des efforts et que l'État et donc les Français ont fait des efforts pour que cette facture n'augmente pas dans les mêmes dimensions que ce qu'elle a augmenté partout ailleurs quand même dans les autres pays du monde. Et je vous dis que oui, nous continuerons à protéger les Français à la fois sur le risque de pénurie et sur la question des prix. Eh bien, c'est noté. Une dernière chose, Aurore Berger, parce qu'on va se laisser très 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 vite. Emmanuel Macron, c'est la fin des évidences de l'abondance, alors que au mois de décembre, il était beaucoup plus gai. Rassurez-nous, il n'est pas en dépression, le chef de l'État. Tout va bien? Non, je crois qu'il est très offensif et nous aussi. Merci beaucoup, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, députée des Yvelines. Informez-vous avec Jeanne Baron sur Europe.